Bonjour à tous les amis. Tout d'abord, mon nom, mon identité importe peu. Je prête ma voix à Stan pour son communiqué juste avant le procès en appel de vendredi prochain à Poitiers, donc à 9 h. Et évidemment, il ne peut pas s'adresser directement à vous, étant donné sa situation de prisonnier, et donc il utilise ce relais pour transmettre donc son communiqué. Alors, tout d'abord, ce communiqué comporte plusieurs parties, comme vous allez le voir. Donc, il y a une première partie sur sa situation personnelle de combattant contre la pédocriminalité de réseau, protégé par l'institution judiciaire. Et une autre partie concerne sa vision, même sa conscience, sa connaissance de la situation générale du moment. Donc ce communiqué a été rédigé de la mi à la fin avril, et donc il y a ensuite un post-scriptum qui terminera donc le communiqué et qui a été transmis ce jour. Et nous sommes le lundi 15 juin. Mes chers amis, voici les dernières nouvelles. Le lundi 6 avril, au 26e jour de ma grève de la faim, j'ai mis fin sur les conseils d'un de mes deux avocats. En effet, Maître d'Angléan, excellent juriste et surtout très intègre et combatif, avait relevé des faits matérialisant l'illégalité de mon incarcération. En l'espèce, des procédures bâclées, où il a même été négligé de me mettre en examen suivant les formes prescrites par la loi, avec même un jugement rédigé par une espèce de juge du dimanche, baveux plus ou moins stagiaire. Bref, François d'Angléan était convaincu que l'audience du 10 avril à la cour d'appel de Poitiers ne serait qu'une formalité pour ma libération, au moins en conditionnel, vu que mon maintien en détention est techniquement impossible. Donc, nous avions convenu par téléphone qu'il ne fallait surtout pas risquer d'être opportunément hospitalisé juste avant la visioconférence du 10 avril, à laquelle il était crucial que je me présente, et ce, en pleine possession de mes moyens. Ma libération semblant imminente, il nous est apparu impératif de stopper cette grève de la faim. Cependant, nous avons pris une douche glacée lors de ce cirque, puisque, s'agissant d'une audience avec des magistrats ostensiblement et unanimement partiaux, refusant de reconnaître l'illégalité pourtant irréfutable de ma détention. J'ai bien noté au passage la remarque acerbe de la présidente, argumentant que, de toute façon, mes propos démontraient que j'avais toujours l'intention de poursuivre le combat. De toute évidence, il a là été fait allusion au courrier que je vous ai écrit depuis ma cellule, qui sont lus, au moins, par les magistrats de Poitiers, et dans lesquels, effectivement, je parle de ma détermination à me battre. Me battre, d'une part pour faire reconnaître mon absolue innocence, et donc la réalité d'une machination politico-médiatico-judiciaire, et d'autre part, me battre contre les offensives en cours contre nous toutes et tous, contre notre espèce, notre belle planète, et même contre la vie sur Terre. Vous savez, mes chers amis, que je parle de ce complot planétaire, d'idéologie luciférienne, en vue de l'installation du nouvel ordre mondial et du règne de l'artificiel. Un complot mondial dont une des principales offensives nous frappe de plein fouet via les traîtres qui prétendent nous gouverner, et l'écrasante force des merdias. J'ai même, en évoquant ma détermination inébranlable et inébranlée à me battre, en tâchant d'exploiter ma pénible et très dangereuse situation de séquestré. Parlez donc à certains d'entre vous de cette association que je veux créer depuis ma cellule. Force de vie.
et de l'éventualité de son extension comme parti politique. Je reviendrai largement là-dessus lors d'un prochain communiqué, mais je tiens à vous rassurer sur un point essentiel tout de suite. Pour autant, il n'est pas question d'abandonner l'idéologie révolutionnaire du RRR. Donc, de toute évidence, cela ainsi que mon intacte volonté de me battre pour la justice dans ma propre affaire n'est pas du goût de ces prétendus magistrats qui affichent, outre un dédain, un mépris total pour la justice, avec un petit j, et une prise de position personnelle contre moi et en faveur du réseau. Donc une prise de position contre moi et en faveur du réseau, en l'occurrence national, que je dénonce depuis toutes ces années. Cela au point que ça soit clairement exprimé à titre d'argument. Cela au point que ça soit clairement exprimé à titre d'argument en audience d'appel, pour justifier d'instrumentaliser ses fonctions de magistrat en décidant de mon maintien en séquestration. Nous ne sommes pas à cela près, n'est-ce pas, dans une machination judiciaire qui voit des procédures datant de 2012, donc d'il y a 8 ans, procédure datant de 2012, rejet de la demande de mise en liberté de Janet Seaman, alors incarcérée à Saintes, où est argumenté, pour justifier le maintien en détention provisoire de ma bien-aimée, je cite, « Vu que Janet Seaman ne critique nullement le projet de son conjoint Stan Mayo de démontrer à l'occasion d'une affaire exemplaire la réalité des réseaux pédosatanistes, et aussi, vu qu'elle ne remet pas en cause son action engagée contre les réseaux pédosatanistes, ma séquestration est donc une mesure criminelle et résolument crapuleuse, du fait d'une association de malfaiteurs dépositaires de l'autorité publique, agissant en réunion, à titre de règlement de compte, de représailles mafieuses, avec ce double objet qui est de me neutraliser dans cette détermination que j'ai de combattre pour la vérité et la justice. En outre, ma séquestration a une connotation politique, puisque mon enlèvement initial au Venezuela s'est fait avec un élargissement de cette collusion mafieuse de pseudo-acteurs judiciaires à des représentants de l'État français. Et oui, je suis bel et bien un otage avant tout de l'État français, c'est-à-dire de ces forces d'occupation qui nous soumettent plus visiblement que jamais à leur dictature luciférienne. Dois-je rappeler les conditions dans lesquelles j'ai été enlevé au Venezuela par l'État français? Eh bien, certaines autorités bien en place à Caracas ont été graissées pour faire disparaître de la chancellerie notre double demande d'asile politique, avec tout le dossier l'accompagnant. Puis, Interpol Caracas m'a arrêté et jeté en prison pour une durée totale de 5 mois et demi. Entre-temps, le vice-consul de France à Margarita, où j'ai été arrêté, a tenté de répandre le bruit que j'étais recherché au niveau international pour une affaire de pédophilie. Et sur ce, on a commencé par me jeter dans une prison surpeuplée où les policiers ne rentrent sous aucun prétexte et où les détenus font leur propre loi, armés, pour la moitié d'entre eux, de couteaux et de piques. J'aurais dû être massacré dès les premières minutes où j'ai été précipité dans cette fosse au lion, précédé de la terrible rumeur. À une autre occasion, je vous raconterai comment il se fait que, non seulement j'ai survécu, mais au comble du comble, j'ai eu un appui général de ces quelques 140 détenus tassés dans environ 100 mètres carrés. Donc là, un petit rajout personnel, puisque ça évoque en moi une série assez ancienne de Netflix que beaucoup d'entre vous ont dû voir, qui s'appelle Prison Break. Et cette prison me fait exactement penser en saison 3, quand le héros de la série Prison Break, donc Michael Scofield, est jeté dans une prison de ce type au Panama. Et bon, où il s'en sort, je pense que Stan a vécu, on pourra s'inspirer, je pense, de tout cela pour une prochaine série Netflix, qui sera au moins aussi intéressante. Bon, je reviens au sujet.
Or, 140 détenus tassés d'environ 100 mètres carrés. Ce que je veux signaler au passage, outre ma condition de prisonnier politique, d'otage de ce réseau qui occupe notre nation et en contrôle les institutions et la presse, c'est le degré de perversité auquel je suis confronté et le niveau de risque réellement attaché à ma condition si critique. Ceci dit, je suis tombé malade au bout d'un certain temps de cette détention dans le dépôt de l'Interpol de Caracas. Janet a finalement pu obtenir, moyennant finance, que je sois extrait pour une série d'examens dans la meilleure clinique privée du pays, à Caracas, début novembre 2019. Entre autres divers problèmes comme un début d'occlusion intestinale et une infection pulmonaire avec asthme, des tumeurs ont été détectées dans un conduit auditif et sur mes glandes surrénales. La cause de mes terribles migraines, apparues au cours de cette détention au dépôt de l'Interpol Caracas, n'était ceci dit pas élucidée. Et il a été médicalement ordonné une série d'examens complémentaires ainsi que des soins urgents. Tout cela a purement et simplement été annulé par l'ambassade de France, si soucieuse que rien ne vienne retarder ou compromettre mon enlèvement, lequel a été accéléré. Enlèvement, ce n'est pas une façon de parler, car s'il est un fait qu'un magistrat, corrompu jusqu'à l'os, avait bel et bien jugé mon extradition, il se trouve qu'un recours avait été déposé auprès de la Chambre constitutionnelle suspendant la mesure. Lorsque j'ai, début décembre 2019, été jeté dans un avion d'Air France par tout un bataillon de Men in Black de l'Interpol Caracas, le dit jugement d'extradition n'était pas valide, car non co-signé par un membre du gouvernement comme l'impose la procédure internationale. Et pour cause, Nicolas Maduro, ou l'un de ses ministres, ne risquaient pas, eux, de signer un jugement suspendu par un recours devant la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice de Caracas. Aux dernières nouvelles, la dite décision d'extradition est toujours en suspens. Concernant l'affaire pour laquelle l'État français a procédé donc à mon enlèvement caractérisé, s'agissant, comme vous le savez mes chers amis, et comme tout le monde le sait, de faits inventés en octobre 2012 par un procureur de Saintes, eh bien sachez que les faits en question sont tout simplement prescrits à ce jour. Le procureur Philippe Coindot, du parquet de Saintes à l'époque, avait déclenché sa machination judiciaire car insupporté d'apprendre que Janet et moi avions osé, pour dénoncer ces crapuleries, en l'occurrence interviewer une de ses victimes, la dénommée Sandrine Cachatois. Donc la clique des pseudo-magistrats de son entourage est manifestement tout autant dévouée à la cause de la pédocriminalité, allait par la suite se louper méchamment au niveau des procédures. Comme maître François d'Angléan, véritable bête noire des ignobles en robe noire, en l'occurrence il semble que c'est bien à cette catégorie que nous soyons confrontés, jusqu'ici du moins, nous le révèle. Donc, après cet enlèvement organisé par l'État français, c'est ma séquestration par le même État français et à travers sa pseudo-institution judiciaire qui est consommée. Alors, est-ce le lanceur d'alerte dénonçant la protection institutionnelle de la pédocriminalité de ces sous-réseaux, dénonçant également le plan de propagation de la pédocriminalité dans la société et sa légalisation, loi Schiappa entre autres, par le gouvernement Macron, qui est ainsi ciblé? Ou bien serait-ce plutôt le leader révolutionnaire du RRR, ralliement des résistants pour la révolution, avec ses appels subversifs en direction des forces armées et des forces dites publiques, multipliés au long de 12 années de lutte clandestine dans le cadre d'une volonté de libérer la France de cette organisation criminelle qui occupe la nation et en contrôle institutions et univers politiques. En fait, je suis la cible de cette organisation criminelle organisée en société secrète, pour les deux raisons, car qu'il s'agisse du pouvoir judiciaire, de celui des médias, du pouvoir législatif, du pouvoir politique, etc., ceux-ci sont de fait gangrénés et contrôlés
par un seul et même pouvoir, occulte, supranational. La soi-disant séparation des pouvoirs n'est, tout comme notre soi-disant démocratie, qu'une sinistre farce. Tout est sous le joug de ce pouvoir occulte, cette organisation criminelle, supranationale, planétaire, dont je suis l'ennemi déclaré et aujourd'hui l'otage. Non, mes amis, les pouvoirs ne sont pas séparés, pas plus que ne seraient isolés les uns des autres tous les maux de notre monde. Tout est cimenté et relié, en termes de cause à effet, à cette organisation malfaisante et luciférienne, juchée au sommet de sa pyramide civilisationnelle. Ainsi, les abominations que je dénonce depuis tant d'années à propos des enfants victimes des réseaux de l'horreur est directement liée à cette offensive de guerre biologique que nous subissons aujourd'hui. Avant de vous dire quelques mots sur le sujet, je finis avec ces quelques nouvelles de moi, si vous le voulez bien. Donc, ma situation actuelle, si caricaturale au niveau des coups tordus et malversations judiciaires, aucun pays sous-développé ne se permettrait d'assumer une telle histoire, apporte la démonstration écrasante que tout ce que je dénonce est hélas bien réel. Je peux agrémenter cette croustillante démonstration avec un petit point concernant ce qui avait motivé ma grève de la faim. Ainsi, pour commencer, j'ai enfin été reçu par le dentiste détaché du CHU de Poitiers, au centre pénitentiaire de Vivonne, mi-avril. Il a constaté, d'une part, l'état de cette dent fracturée et qui s'effrite de plus belle depuis que j'essaie de reprendre un semblant d'alimentation. Et d'autre part, l'énorme carie qui, de l'autre côté de ma mâchoire, traverse la dent jusqu'à la racine, en plein sur le nerf. Seulement voilà, après plus de 4 mois à avoir attendu, sans soins dentaires, et malgré les conséquences d'une telle violation d'un de mes droits les plus élémentaires, celui d'être soigné, ce patricien n'a tout simplement rien fait, si ce n'est me placer un pansement provisoire sur chaque dent et me prescrire de puissants antalgiques. Il s'est expliqué en assurant qu'au vu des recommandations ministérielles en vigueur en raison de l'épidémie Covid-19, il ne pouvait pas, en raison des risques élevés de contagion, utiliser son matériel de chirurgie installé dans un cabinet tout équipé à l'intérieur de la prison. Je devrais attendre au moins jusqu'à l'été, entre la projection d'une prochaine fin de confinement et l'écoulement d'une longue liste d'attente, voire jusqu'à la rentrée prochaine. À la question « Est-ce qu'au moins le pansement sur la dent cariée la stabilise ?» Sa réponse fut « Non, absolument pas. La carie va progresser à son rythme. Mais tout va bien puisque j'ai la possibilité de m'écraser de cachetons, y compris pour dormir, quand la douleur est trop forte. Bon, pour ce qui est des tumeurs, dont celle sur les glandes surrénales, je n'ai plus eu l'outrecuidance obscène, vu la situation, n'est-ce pas, d'insister, une fois stoppée ma grève de la faim. Elles pourront se développer à leur rythme, elles aussi sans doute, quelque peu boostées par le stress élevé que provoque et la douleur et le manque de sommeil qui en découle. Inutile de vous dire que je reste toujours dans l'impossibilité de me nourrir et me maintenir relativement en santé, avec un semblant d'alimentation végétalienne, végane. L'interdiction de recevoir des colis alimentaires ou du moins des compléments alimentaires et pour compenser cette impossibilité de suivre mon régime végan et me permettre de me soigner avec des remèdes naturels, vu le persistant refus de soins, est évidemment maintenu. Comme quoi, cet argument à propos de circonstances exceptionnelles qui seraient liées à la rumeur d'une épidémie ne va pas que dans un sens. Ainsi, lorsque je commande 12 kg de fruits à la société Eurest, via les bons de cantine hebdomadaires, je ne reçois en livraison que 2, voire 3 kg, pour toute la semaine. C'est pour tout le monde pareil, c'est dû aux circonstances exceptionnelles du confinement. Pour info, la société privée Eurest, qui a le monopole des approvisionnements du centre pénitentiaire de Vivonne, prison privatisée, dans le cadre d'un partenariat public-privé, PPP,
louant ainsi les murs à Bouygues, donc prison privatisée, et impose donc sa liste de produits exclusivement industriels, absolument rien de bio ou de nutriments pour vegans, même pas de fruits oléagineux, à la population carcérale. Il n'est donc pas possible de cantiner, soit acheté par des commandes vers l'extérieur, autre chose que cette bouffe empoisonnée. Et il est toujours impossible d'avoir une dérogation afin de recevoir des colis de produits en complément ou compléments alimentaires permettant de tenir plus ou moins un régime végan. Même si c'est une question vitale, comme c'est le cas pour moi. Circonstances exceptionnelles ou non. Je serais curieux de savoir combien de petits producteurs bio seraient soulagés de pouvoir vendre leur production locale au centre pénitentiaire de Vivonne, à ces quelques 800 détenus qui tous sont impactés par les restrictions de livraison de produits frais essentiellement. Bref, dans ce contexte d'enlèvement et séquestration sur fond de machinations crapuleuses de pseudo-acteurs judiciaires, mes droits fondamentaux, outre bien sûr la liberté, tels que le droit aux soins, à une alimentation saine, le droit d'appartenance à une minorité mondialement reconnue, les végans, sont toujours formellement et résolument violés par l'État français. La minorité végane, avec tout ce qu'elle représente en termes d'espoir pour un monde meilleur, santé publique, lutte contre la faim dans le monde et contre la destruction de la nature, reste odieusement méprisée, ouvertement discriminée par le gouvernement macronien. Dois-je, d'après vous, mes chers amis, reprendre la grève de la faim? J'attends vos réactions. Ceci dit, la prochaine échéance pour moi aura lieu le 19 juin prochain, à la Cour d'appel de Poitiers, pour une audience en principe publique sur le fond de mon affaire, et où, de nouveau, sera examinée ma demande de mise en liberté. Alors, venez en nombre. Voilà pour mes dernières nouvelles en cette fin de mois d'avril 2020. Sachez, mes chers amis, comme je l'écris à bon nombre d'entre vous, et je ne laisse jamais la moindre lettre ou carte sans réponse, que je persiste à aller bien. Ceci dit, je suis terriblement préoccupé par ce que vous subissez toutes et tous de l'autre côté des murs de ma prison, et souhaiterais pour finir ce communiqué vous dire quelques mots sur le sujet. Mais avant, je tiens à vous informer de la toute récente création de l'association STAN, S-T-A-N, Association de défense citoyenne des victimes de, disons pour faire court, l'inquisition pédocriminelle institutionnelle, dont la présidente est Madame Véronique Tizy, voir son témoignage dans le dossier Les auditions de Stan Maillot, joignable sur la boîte email tizyveronique@hotmail.fr. Tizy, THIZY.Veronique@hotmail.fr. Alors, l'adresse du siège social de notre association est 20 rue Rambert-Forêt, 42 290 Sorbier. N'hésitez donc pas, mes chers amis, à prendre contact au plus vite avec Véronique afin de rallier mes rangs. Bon, je me rallierai, je me suis déjà rallié, et d'autre part, je rajoute un petit intermède, et donc le 19, donc vendredi, évidemment, à l'issue du procès, on se retrouvera tous pour un petit pot, partager un petit verre, et ce sera l'occasion pour Véronique et de tous les déjà adhérents de communiquer et d'élargir un petit peu l'information sur ce sujet de cette association. Donc je reprends. Alors, certains d'entre vous se rappellent que le lanceur d'alerte que je suis, entre autres, avait fait campagne dans les premières années de sa clandestinité contre l'offensive de prétendue pandémie de virus H1N1 ou grippe porcine. Janet Simon et moi
étions même allés à la rencontre de la journaliste Jane Burgermeister à Vienne, en Autriche, en 2009, pour l'interviewer. D'ailleurs, peut-être que Janet pourrait, en parallèle, publier les interviews qu'elle avait réalisées en langue allemande, avec sous-titres en français, bien sûr. Ma conclusion concernant cet épisode fort troublant avait été qu'il s'agissait d'un test grandeur nature d'un genre de répétition générale en vue de préparer une future offensive du même type. Cette offensive avait comme finalité de permettre, en étant combinée à d'autres offensives distinctes, l'installation de la dictature du nouvel ordre mondial. Les autres offensives à redouter étant, petit 1, un effondrement économique avec une terrible crise sociale, probablement elle-même déclencheuse d'une insurrection, laquelle insurrection serait orientée, bien sûr, pour plonger le pays dans une guerre civile, principalement en utilisant la religion. En deuxièmement, des désastres et cataclysmes prétendus naturels, de guerre climatique ou géo-ingénierie. Lire à ce titre l'ouvrage de Claire Séverac, La guerre secrète contre les peuples. Et en 3, une troisième guerre mondiale, probablement en partie nucléaire. Lire à ce sujet, pour plus de excusez-moi, j'ai mis le papier devant la caméra, lire les protocoles des sages de Sion. La seule chose, à mon sens, qui reste floue, c'est dans quel ordre ou avec quelle synchronisation ces offensives doivent s'abattre sur nous.